Dans tous les groupes de voyageurs, dans tous les quarts de touristes, il y a au moins un homme qui insiste pour faire remarquer aux autres l'intérêt et la beauté des choses qu'il rencontre, même si les autres peuvent voir ces choses eux aussi. Au fond, nous sommes cet homme, j'en ai peur. Michael Baxendale, Le langage de l'histoire de l'art, New Literary History, volume 10, numéro 3, printemps 1979. Les mouvements que je suis en train de faire sont définis par des contraintes géométriques. Par exemple, là, j'assigne un vecteur à mon genou pour définir sa trajectoire dans l'espace. Mais le reste de mon corps est libre de s'adapter comme il peut à cette contrainte. Et ça crée beaucoup de mouvements résiduels qui sont complètement imprévisibles. Mon genou devient un objet manipulé par le reste de mon corps. Et mon corps devient hétérogène. Il se scinde en lui-même entre une partie motrice et une partie mobile. Mon genou, c'est le mobile. C'est ce qui est mis en mouvement, c'est ce qui est déplacé dans l'espace. Tandis que le reste de mon corps, c'est le moteur, c'est ce qui guide le mouvement. C'est ce qui met en mouvement. Donc mon genou est réifié. Il devient l'objet sur lequel le reste de mon corps agit. Dans nos mouvements quotidiens, on agit le plus souvent sur des objets extérieurs. Nos mouvements accomplissent des buts pratiques, comme déplacer un objet, le manipuler ou le transformer. Et notre corps tend alors à s'effacer devant les buts que l'on se donne. On pense au but final de l'action et pas au mouvement que l'on fait pour l'accomplir. Par exemple, quand vous êtes entré dans cette pièce, vous avez probablement pensé à vous approcher de la scène, mais vous n'étiez peut-être pas conscient de tous les mouvements que vous avez faits pour y parvenir. Comme les mouvements que je suis en train de faire sont définis de manière géométrique, leur but porte sur mon propre corps. Donc, ils ne visent pas des objets extérieurs, mais une partie de moi-même. Et c'est en cela qu'il y a une réification de mon corps. Au lieu de manipuler un objet extérieur, je manipule une partie de moi-même que je traite comme un objet. Mon corps se rétracte en lui-même et mon genou devient extérieur à mon propre corps. C'est le contraire de ce qui se produit lorsque l'on incorpore un objet extérieur. Par exemple, si j'utilise beaucoup un outil, il sera intégré dans mon schéma corporel. C'est-à-dire que mon système nerveux le traitera comme une partie de mon propre corps. Il y a une équipe de chercheurs japonais qui a appris à des singes à utiliser un râteau. Et lorsque les singes utilisent le râteau, des neurones qui s'activent habituellement uniquement si un objet s'approche de leur main se mettent à s'activer aussi lorsqu'un objet s'approche de l'extrémité du râteau. Donc, leur schéma corporel s'étend pour englober le râteau. Ça rejoint ce que dit le philosophe Georges Canguilhem lorsqu'il parle des outils comme d'organes projetés. Dans Machine et organisme, il écrit « Les premiers outils ne sont que le prolongement des organes humains en mouvement. Le silex, la massue, le marteau prolongent et étendent le mouvement organique de percussion du bras. Donc, mon corps peut s'étendre par-delà ses limites physiques en incorporant un objet extérieur et peut aussi se rétracter au sein de ses limites en réifiant une partie de lui-même. Le marteau peut devenir un de mes organes et mon genou peut devenir un objet. Donc, mon corps peut s'étendre par-delà ses limites physiques en incorporant un objet extérieur et il peut aussi se rétracter au sein de ses limites en réifiant une partie de lui-même. Le marteau peut devenir un de mes organes et mon genou peut devenir un objet.
Dans la technique Cunningham, dans la technique classique, les contraintes géométriques portent sur l'ensemble du corps. Donc, on n'a plus ce corps hétérogène avec des parties motrices et des parties mobiles. Quand je fais une variation de danse classique, mon corps, dans son intégralité, est à la fois moteur et mobile. C'est une expérience très spéciale parce que je suis à la fois celui qui agit et l'objet qui est transformé par l'action. Je suis celui qui agit et celui qui subit l'action. Quelque part, j'agis sur le monde extérieur, mais alors j'agis sur une partie très particulière du monde extérieur, qui est moi. Je me saisis et je me détermine comme une chose appartenant au monde extérieur, en me prenant moi-même pour cible. Dans la danse classique, il y a des pas qui ont des noms. Par exemple, arabesque, frapper, jeter, retirer, pas de bourré. Et ces pas fonctionnent comme des types qui peuvent connaître les occurrences multiples. Alors chaque occurrence est unique. Si je fais une arabesque et que quelqu'un d'autre fait une arabesque à côté de moi, elles seront forcément un peu différentes. Et si moi-même je fais successivement deux arabesques, elles ne pourront pas être exactement identiques. Mais toutes les arabesques du monde ont quelque chose en commun, qui font justement que ce sont des arabesques. Les types n'existent pas uniquement dans la danse classique. En fait, dès qu'il y a une pièce chorégraphique qui peut être reproduite, elle comporte des types. Par exemple, la pièce d'Yvonne Rainer, Parts of Some Sextets, est construite à partir d'une liste de tâches. Et la tâche numéro 21, c'est déplacer la pile de matelas de l'autre côté. Cette tâche est un type au même titre que l'arabesque. Elle peut connaître différentes occurrences qui ont toutes quelque chose en commun, qui fait justement que ce sont les instantiations de la tâche 21. Bien sûr, les critères que l'on applique pour déterminer si un mouvement est une occurrence de la tâche 21 ou de l'arabesque sont extrêmement différents. Pour l'arabesque, c'est des critères géométriques. Il faut que les deux jambes forment des lignes droites, que l'une d'entre elles soit derrière le corps, et qu'elle forme un angle à 45 ou 90 degrés avec l'autre jambe. Pour la tâche 21, c'est très différent. On va simplement regarder le résultat de l'action. Est-ce que les matelas sont au bon endroit, au bon moment? Ça vous est peut-être déjà arrivé de faire quelque chose et en même temps de ne pas pouvoir vous empêcher de vous rendre compte que vous êtes en train de faire cette action. Et donc ça devient difficile de se concentrer sur ce que l'on fait parce qu'on s'observe en train d'agir. Parfois c'est dans des situations très intenses et on se dit qu'on devrait être affecté par les événements, mais on ne ressent rien. On ne ressent rien parce qu'on est spectateur de la scène dans laquelle on est soi-même impliqué. Souvent les autres ne comprennent pas vraiment notre réaction, et même pour soi-même, ça bloque, parce que dès qu'on s'arrête pour réfléchir à ce que l'on ressent ou à ce que l'on fait autre chose. C'est pour ça que j'aime bien les situations dans lesquelles on peut être vraiment spectateur. Par exemple, si on lit un livre, ou qu'on regarde un film ou une pièce de théâtre, et qu'on s'arrête un moment pour réfléchir à ce que l'on ressent, la pièce suit son cours. Ça n'entrave pas son déroulement. Le livre, lui, carrément, il nous attend. On peut interrompre la lecture, réfléchir aux impressions qu'elle suscite, puis reprendre le livre. Mais si on fait ça dans une conversation ou dans une relation amoureuse, ça casse la situation. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive souvent sur scène. Je suis en train de faire la chorégraphie que je suis censé faire, mais justement en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me rendre compte que je suis en train de la faire. C'est comme si j'observais la situation derrière une vitre. Le public, les visages, les bruits ambiants, la moquette, les sensations physiques, le son de ma voix. Tout est là, mais tout est à distance.
Yvonne Rainer. Cela rejoint ce dont on parlait un peu plus tôt. Il y a une sorte de frontière où le mouvement abstrait tend vers l'allusion spécifique. Par exemple, ton entrée à la fin de Forêt-Forêt est comme celle d'une grande prêtresse entrant dans le temple de Terpsichore, pendant que ses acolytes se retirent derrière elle. C'est là que la danse sort de l'ambiguïté qui supprime normalement de telles significations et qu'elle crée un autre type de tension. Est-ce qu'il arrive parfois en répétition que tes danseurs fassent quelque chose qui pour toi tombe dans cette signification trop spécifique? Par exemple des prêtresses, des plantes, des animaux, la religion, un conflit. Trisha Brown, l'avertissement que je leur donne le plus souvent, c'est cela ressemble trop à de la danse moderne. Les services de décontamination sont alors immédiatement appelés. Quelle danse moderne apparaît dans tes répétitions? Quelle époque? Là, il y a une autre police qui intervient. Le lyrisme qui se prolonge trop dans l'alanguissement. L'émotion cliché, la posture absurde. C'est toujours là, à l'affût, non? C'est notre entraînement, on le connaît tous. Le dos comme instrument expressif, augmenté par les jambes et les bras, crée des courbes et des lignes qui portent des significations émotionnelles. Mais d'un autre côté, pendant Newark, je me suis rendu compte que deux mouvements dérivés mécaniquement, exécutés en même temps, plier les bras vers le haut et laisser tomber et enrouler la tête vers l'avant, s'ils entrent en collision, ressemblent à une personne qui gémit. Ça m'a fasciné, et à partir de là, je me suis mis à rechercher ce seuil entre l'action ou mouvement dérivé mécaniquement et l'affect émotionnel. Qu'est-ce que tu veux dire par dérivé mécaniquement? Quand je me donne une instruction à moi-même, quand tu es là debout et que tu sais trouver quoi faire, et que tu te donnes une instruction, un bras se lève, le genou gauche se dérobe, et tu évites la chute. Enfin, ce genre de choses. C'est ça que je veux dire par une instruction mécanique. Ensuite, ça veut dire quelque chose, comme si tu saluais le drapeau américain, par exemple. Oui, effectivement, il faut faire attention à celui-là. Mais ensuite, il y a un seuil où ça devient vraiment intéressant de déclencher un geste reconnaissable et de l'emmener immédiatement vers autre chose. Oui, mais c'est ça qui est vraiment fascinant. La manière dont tu utilises des gestes et dont tu les survoles ou dont tu les effaces. Un geste de danse peut si facilement invoquer à la fois le quotidien et le symbolique. Tout le monde les connaît. On les regarde et on les lit toute la journée. Il y en a que j'aime particulièrement. Parfois, un pied va se fléchir et une main, juste une main, va bouger. Je veux parler de ces extrémités qui entrent soudainement en unisson sur le corps. Tu en as plusieurs dans MG, probablement beaucoup. Il y a des niveaux d'intensité dans les actions propagées sur le corps. Donc, on a tendance à regarder l'enchaînement global des choses, mais en fonction des dialogues entre moi et l'œil de mon observateur, ça dépend d'où je les fais regarder ensuite. Mais ça veut dire que le reste du corps doit être extrêmement immobile pour que ces petits détails, pour que les extrêmes apparaissent. Et c'est là que l'entraînement intervient. Tu dois être si immobile sur une jambe pour rendre visibles ces gestes ordinaires. Tu as mentionné que j'obscurcis, que j'efface et que je survole certains gestes. Et c'est vrai, je maintiens un minimum d'intimité tout en étant pleinement visible pendant la performance, en compliquant volontairement certains moments troublants et en me sentant sûr que le public ne peut pas les voir complètement. Quand je fais une arabesque, je n'ai pas à l'esprit la définition de ce pas. Mon mouvement, s'il est réussi, respecte cette définition sans que j'ai besoin d'y penser. D'ailleurs, quand j'ai appris à faire des arabesques, on ne m'a pas donné de définition, on ne m'a pas dit il faut que tu fasses un pas avec telle et telle propriété, avec des lignes droites, des angles, etc. Non, on m'a simplement montré le mouvement, je l'ai imité, et ensuite on m'a fait des corrections. Par exemple, tends ton genou ou croise plus ta jambe. Et au bout d'un moment, j'ai su faire et reconnaître des arabesques. Et donc j'ai acquis une certaine conception de ce pas. Mais cette conception s'est formée sans qu'à aucun moment une définition ne soit donnée. Donc on peut se demander quel est le statut de cette définition, vu qu'elle n'apparaît ni dans l'apprentissage du pas, ni dans sa réalisation, ni même lorsque l'on identifie visuellement une arabesque. Ça rejoint cette remarque de Gilbert Ryle. Les règles du raisonnement correct ont été extraites en premier par Aristote. Mais les hommes savaient comment éviter et détecter les sophismes avant d'apprendre ces leçons. De même que les hommes, depuis Aristote et incluant Aristote, conduisent habituellement leur raisonnement
sans faire aucune référence interne à ces formules. Ils ne planifient pas leurs arguments avant de les construire. En fait, s'ils devaient planifier quoi penser avant de penser, ils ne penseraient jamais, parce que cette planification serait elle-même non planifiée. La plupart des mouvements de la danse classique sont définis à partir d'une géométrie orthogonale. Mais ça ne veut pas dire que les danseurs classiques pensent à la géométrie tout en faisant les mouvements. Ça veut dire qu'ils agissent géométriquement sur leur corps, qu'ils agissent géométriquement sur eux-mêmes. Les mouvements dérivés mécaniquement de Trisha-Brown sont définis grâce à d'autres paramètres. Ils déterminent la manière dont la force musculaire doit collaborer avec l'inertie et la gravité pour mettre le corps en mouvement. Un mouvement géométrique et un mouvement mécanique peuvent être très proches. Par exemple, si je lève le bras sur le côté comme ceci, je peux faire un mouvement géométrique en traçant un arc de cercle avec le bout de mes doigts. Et je peux aussi faire un mouvement mécanique en hissant le poids du bras à partir de l'épaule. Ça fait deux mouvements très proches, mais qui créent des sensations différentes. Là, en faisant la version géométrique, je sens le frottement de l'air au bout de mes doigts. Tandis que là, en faisant la version mécanique, je sens surtout le poids de mon bras et de la chaleur au niveau de l'épaule. Ces différentes manières de définir le mouvement créent différents corps. En faisant cette séquence de mouvements géométriques, mon corps devient un volume mobile, crée des lignes, des formes et des vecteurs. Le corps mécanique de Trisha-Brown est lui aussi un volume, mais il possède une masse et il est soumis à des forces, l'inertie, la gravité et la force musculaire. Les tâches d'Yvonne Rainer créent encore un autre corps. Et dans la technique d'improvisation de William Forsythe, les mouvements ne sont définis ni comme des modèles à imiter, ni comme des tâches à exécuter, mais comme des problèmes que l'on se donne à soi-même. Par exemple, je suis en train d'improviser et je me demande qu'est-ce qui se passe si maintenant je trace une ligne vers le sol avec mon coude et qu'en même temps j'évite un volume imaginaire avec mon torse. C'est un problème très ouvert. Il y a beaucoup de solutions possibles. En essayant de résoudre ce problème, je me rends compte que mon genou gauche trace une ligne intéressante. Je peux alors reprendre cette ligne pour définir un nouveau mouvement. Et donc, cette définition a été construite à partir d'un mouvement existant. Elle est venue capturer certains aspects de ce mouvement. Je peux aussi définir le mouvement en même temps que je le réalise. Par exemple, je me rends compte de la courbe que décrit mon genou et je décide de la prolonger volontairement. Dans les deux cas, le mouvement est défini en sélectionnant, en renforçant ou en isolant certains aspects de ma réaction spontanée au problème que je m'étais donné. Si les mouvements peuvent être définis en même temps ou même après que le mouvement ait été réalisé, alors ils peuvent l'être aussi bien par celui qui fait le mouvement que par celui qui l'observe. C'est une manière de voir autant qu'une manière de faire. 4 petits garçons se sont efforcés de rouler une boule de neige jusqu'au sommet d'une colline enneigée. Ensuite, ils l'ont lâchée. Au fur et à mesure, la boule a grossi et les garçons ont couru après elle. En roulant, la boule s'est fendue en 2 hémisphères, surface plane vers le haut. Les garçons ont grimpé sur ces 2 hémisphères et se sont balancés dessus. Après quoi, ils sont partis. Simone Forti, compte rendu de danse. On dit à un homme que pendant toute la pièce, il doit rester allongé sur le sol. On dit à un autre homme que tout au long de la pièce, il doit s'efforcer d'accrocher le premier au mur. Simone Forti, instruction pour une danse. Le pas de danse classique frappé consiste à frapper le sol avec la pointe du pied. Mais contrairement à l'action de frapper sur un objet avec un marteau, le danseur ne cherche pas à déformer ou à casser le sol. Au contraire, il se donne le but de frapper pour pouvoir faire un mouvement spécifique. Donc, il y a un renversement du rapport entre le mouvement et le but. Ce n'est pas le mouvement qui permet d'accomplir le but pratique, mais le but pratique qui permet d'accomplir le mouvement. On retrouve ce renversement dans beaucoup de mouvements de danse. Par exemple, la tâche de déplacer les matelas est aussi un moyen pour obtenir une action spécifique. Les performeurs font cette action pour qu'elle ait lieu et pas pour que les matelas soient à un autre endroit.
Donc, il y a une tension interne dans cette tâche, parce qu'elle vise à accomplir une action motivée par un but pratique. Mais comme c'est l'action elle-même qui est visée, le but pratique devient un moyen pour que l'action ait lieu. Et donc, l'action qui est réalisée sur scène n'est pas vraiment motivée par un but pratique. Il y a une tension dans le fait de vouloir réaliser une action quotidienne sur scène, parce que le simple fait de la mettre sur scène lui fait perdre son caractère quotidien. Il y a une tension presque symétrique dans l'action painting de Jackson Pollock. Ici, le but serait que Pollock fasse une action pour elle-même, et la toile serait la trace de cet événement. Mais jusqu'à quel point Pollock peut-il se détacher du but final de son action, qui est bien de faire un objet? Est-ce que le but de recueillir la trace ne traverse pas l'action de part en part? Et dans ce cas, est-ce que c'est toujours une trace? Le performeur cherche à accomplir une action motivée par un but pratique, mais c'est pour obtenir l'action elle-même. Et Pollock cherche à faire une action pour elle-même, mais c'est pour en recueillir la trace. Dans les deux cas, il faudrait pouvoir se dissocier de soi-même. Il faudrait pouvoir se détacher d'une partie de ses intentions. Les mouvements des danseurs classiques visent à transformer leur corps de manière éphémère. Par exemple, les lignes que forment les jambes dans l'arabesque ne durent qu'un instant. Mais ils doivent aussi transformer leur corps de manière pérenne, parce que les mouvements de danse classique ne correspondent pas à la motricité naturelle du corps humain. Donc on doit transformer peu à peu son corps pour qu'il puisse réaliser ses formes. Quand je faisais des exercices d'assouplissement ou de renforcement musculaire, j'agissais sur mon corps, j'agissais sur moi-même. Mais contrairement aux actions que l'on fait sur scène, comme l'arabesque ou la tâche 21, je ne faisais pas ces exercices pour qu'ils aient lieu. Je les faisais pour qu'ils transforment mon corps à long terme. Donc c'était des actions qui visaient à modifier un objet, un peu comme celles que l'on fait lorsqu'on bricole avec un marteau, sauf que cet objet, c'était moi. Bien sûr, mon corps offrait plus de résistance qu'un objet inerte. Je ne pouvais pas lui donner n'importe quelle forme, et surtout, je devais le transformer sans le détruire. C'est un peu comme ces arbustes que l'on taille pour leur donner une forme géométrique dans les jardins à la française. On ne peut pas supprimer leurs tendances naturelles, on peut uniquement les conduire et les réorienter. Là, c'était un peu pareil, il fallait que je joue avec mes tendances naturelles pour trouver le meilleur compromis possible. Mais contrairement au jardinier, j'étais moi-même l'arbre que je taillais. Donc je me jardinais moi-même. C'est violent comme action. C'est violent parce que le corps résiste et c'est une transformation qui ne partira pas. Il y a une jouissance et une douleur de cette violence sur soi. C'est jouissif de sortir de ce corps quotidien, d'être autrement, même quelques heures. Mais ce qui complique les choses, c'est qu'on ne fait pas ça tout seul. On le fait avec d'autres qui nous regardent et qui nous dirigent. Donc, on se transforme soi-même sous la conduite d'autrui. Et ça, c'est compliqué. C'est difficile à gérer. Surtout, je trouve ça difficile de s'approprier cette action sur soi-même. En ce moment, je ne fais pas ces mouvements uniquement pour qu'ils aient lieu, mais aussi pour qu'ils soient vus. Même quand je les faisais tout seul dans le studio, c'était par rapport à un point de vue imaginaire, par rapport à un observateur possible. Souvent, nos actions sont motivées par plusieurs buts. Par exemple, j'appuie sur l'interrupteur pour allumer la lumière, et j'allume la lumière pour pouvoir lire. La même action accomplit 3 buts. Et ces buts sont hiérarchisés. C'est uniquement pour qu'il y ait de la lumière que j'appuie sur l'interrupteur. Parfois, une action est motivée par plusieurs buts non hiérarchisés. Par exemple, je peux jardiner pour le plaisir et pour avoir des fruits. Dans ce cas, l'action de jardiner n'est pas uniquement un moyen pour avoir les fruits, c'est aussi une activité qui me plaît en elle-même. Les mouvements que je fais maintenant appartiennent à cette deuxième catégorie. Je ne les fais pas uniquement pour que vous puissiez les voir, mais aussi pour les éprouver moi-même, pour en faire l'expérience. Ces deux buts sont inséparables. Je ne pourrais pas les faire sans les adresser à quelqu'un, sans au moins imaginer un observateur possible, et sans les faire,
je ne pourrais rien vous montrer. Donc, je ne fais pas seulement ces mouvements, je les montre. Et ça transforme ma manière de les faire. Ils ne sont pas uniquement conformes à des contraintes géométriques, ils les donnent à voir. Il y a beaucoup de stratégies différentes pour faire apparaître la manière dont le mouvement est défini. La plus simple est peut-être de faire exécuter la même séquence de mouvements par plusieurs danseurs en même temps. Là, si d'autres danseurs faisaient les mêmes mouvements à côté de moi, vous pourriez voir ce qu'il y a de commun dans les différentes interprétations. Une autre stratégie consiste à définir toute une séquence de mouvements de manière homogène. Si je fais un geste mécanique isolé, ce sera difficile de percevoir sa spécificité. Mais si je fais toute une séquence de mouvements définis mécaniquement, ça va produire une manière particulière de bouger qui, elle, est reconnaissable. Lorsque la définition du mouvement est homogène sur toute la pièce, ça crée un monde cohérent où les corps semblent être soumis à une logique autonome. Le mouvement peut aussi faire apparaître par lui-même la manière dont il est défini. Dans la plupart des mouvements que je fais, la partie de mon corps qui réalise la contrainte géométrique est prioritaire. Par exemple, là, je trace une ligne droite vers la gauche avec ma main, mais comme mon corps se trouve sur cette ligne, je dois me déplacer le plus vite possible pour que ma main puisse poursuivre son chemin. Ça aurait été plus facile de faire quelques pas vers la gauche et d'étendre ma main jusqu'à la distance voulue. Mais le fait que j'accorde la priorité à ma main par rapport au reste de mon corps permet de faire apparaître la ligne qu'elle trace dans l'espace. Elle aurait pu suivre le chemin sans attirer l'attention, tandis que là, elle le souligne. Le fait que j'observe la ligne que ma main trace dans l'espace contribue aussi à orienter votre regard. Il y a souvent un décalage entre la manière dont le mouvement est défini et la manière dont il est perçu. Et ce décalage peut conduire les danseurs à accentuer certains aspects du mouvement pour qu'ils apparaissent ostensiblement. Le mouvement que je fais, si je veux rendre visible la ligne que ma main trace dans l'espace, est différent du mouvement que je fais si je trace simplement cette ligne. Et la différence peut être telle que le mouvement qui montre une contrainte géométrique n'est plus conforme à cette contrainte. Dans la pièce de Trisha Brown, Set and Reset, les mouvements sont dérivés mécaniquement. Par exemple, le poids du bras entraîne le genou, qui fait basculer le torse, qui relance le bras, et ainsi de suite. Ça donne l'impression que le danseur fait le premier mouvement, et ensuite, il ne fait que subir les répercussions causales de cette impulsion initiale. Certains liens que vous avez faits sont réels, mais d'autres sont partiellement ou complètement fictifs. Il y a tout un spectre, de l'interprétation la plus métaphorique à la plus littérale. Parfois, c'est vraiment le poids du bras qui entraîne le genou, et parfois, on fait comme si il y avait un lien de cause à effet entre ces deux mouvements. La relation de causalité est alors une image qui guide l'interprétation. Ces liens de cause à effet fictionnels sont souvent plus remarquables et plus parlants que les liens réels. Donc, ils permettent de faire apparaître la définition mécanique du mouvement sans être eux-mêmes conformes à cette définition. En 1863, l'ingénieur Auguste Choisy a effectué des mesures sur le Parthénon et il a fait les observations suivantes. Pour un observateur placé près de l'édifice, les déformations s'accentuent à mesure que la grandeur de l'édifice augmente. Les fûts prennent pour l'œil un rétrécissement excessif. L'entablement paraît moins épais qu'il n'est en réalité. L'inclinaison des jambages semble dépasser la mesure. On corrigera ces illusions en augmentant les membres que la perspective diminue, en réduisant ceux que la perspective augmente. Pour les colonnes, on diminuera le rétrécissement des fûts. Pour les portes, on atténuera l'inclinaison des jambages. Aux membres de l'entablement, on attribuera une légère surélévation. Si on fait un bâtiment orthogonal, il n'apparaîtra pas comme tel. Donc, pour faire un bâtiment qui semble orthogonal, on doit en construire un qui ne l'est pas. C'est un objet adressé, un objet qui prend en compte celui qui l'observe.